revêtu un intérêt à vos yeux. De lundi à vendredi, entre 14h et 16h, sur toutes les plateformes Mo Radio et télévision. Boîte noire, Monsieur Paul Désibia. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour décrypter et analyser l'actualité, sinon pour la commenter. Elle sera analysée, on va le dire, avec la participation de nos panélistes et autres consultants qui sont sur ce plateau. Pour mieux justement comprendre cette actualité-là, nous avons fait venir ici des experts qui arrivent pour le faire avec nous cet après-midi. Je voudrais donc commencer par Yer Ramani. Comme je vous le disais il y a quelques semaines déjà, c'est un candidat à la candidature pour ce qui concerne la prochaine élection présidentielle. Mais par ailleurs, Yer Ramani est donc politologue et chercheur en géostratégie au cabinet Polisra Analysis. Il est aussi candidat, comme je le disais, à l'élection présidentielle de 2025 dans le cadre de la plateforme de pensée démocratie économique et de progrès, qui est une plateforme d'expression et d'observation des politiques publiques. Yer Ramani, bonsoir et bon après-midi. Bonsoir Paul Désibia et bonsoir à tous vos téléspectateurs chaleureux que je salue tous. J'espère que vous allez bien, Yer Ramani. Oui, je suis là, pour l'instant je ne me plains pas. Oui. Je suis dans mes consultations au cabinet Polisra Analysis, dans mes recherches habituelles, dans les questions de géostratégie, comme vous l'avez d'ailleurs souligné. Et je continue à peaufiner mes stratégies en ce qui concerne mon projet de société pour l'élection présidentielle 2025, puisque vous avez bien dit que je suis candidat, je le suis effectivement. Et je peaufine aussi mon programme politique. Je rappelle que vous êtes de plus en plus rare à cause de ça ou pour ça, parce que vous vous préparez pour l'élection présidentielle de 2025. C'est un gros chantier. Comment vous l'abordez, Yer Ramani? Moi, je l'aborde avec beaucoup de sérénité, dans la mesure où je considère la politique comme d'abord un système d'idées, puis maintenant un modèle d'action sur le terrain. Et je suis actuellement en train de formuler justement mes idées. C'est vrai que je choisis un peu, la demande est là, certes, pour ma présence dans certains médias. Et j'essaie un peu de faire le tri, si vous permettez ainsi, de ma propre liberté, dans la mesure où il faut maintenant intervenir efficacement dans les médias. On ne peut pas à la fois jouer tous les rôles, surtout lorsque on est dans les recherches stratégiques et la candidature qu'on peut faire en élection présidentielle. Mais je suis disponible, puisque même si le médecin est candidat à l'élection présidentielle, il ne cesse pas de consulter au cabinet ou encore de donner des avis médicaux sur des questions de santé. Alors vous n'allez pas intervenir dans cette élection sous la bannière d'un parti politique, mais on va dire, vous serez porté par une plateforme dénommée Démocratie. Allez-y. Oui, effectivement, la plateforme de pensée, c'est pour la réflexion stratégique et politique. C'est justement démocratie. Ça veut dire qu'on peut retrouver sur cette plateforme, ou du moins dans cette plateforme d'autres partis politiques qui ont envie, peut-être. Effectivement, nous sommes en pourparlers avec beaucoup de partis politiques. Puisque la plateforme, c'est la pensée. Vous savez, même en politologie, on dit qu'au commencement était la pensée, puis l'action va suivre. Donc, la plateforme démocratie économique que j'avais fondée il y avait quelques temps, c'est pour d'abord réfléchir et ainsi pour le progrès. Et dans ces réflexions, nous avons tout un projet de société, un programme politique. Et le moment venu, peut-être que démocratie économique ou de progrès va se transformer en parti politique, ou encore nous serons en coalition dans le cadre de ce qu'on a appelé Convergent 2025 avec d'autres partis politiques. Dans tous les cas, nous sommes encore dans le travail intellectuel et de sensibilisation, car, comme vous l'avez souligné,
démocratie économique et de progrès est une plateforme d'expression politique, puisque la constitution du Cameroun, quand vous lisez, a bel et bien consacré la liberté d'expression. Donc pour s'exprimer, d'ailleurs, le président de la République, Paul Biya, qui est au pouvoir actuellement, avait d'ailleurs rappelé qu'on n'a plus besoin d'aller dans le maquis pour s'exprimer. Donc je n'ai pas besoin d'une autorisation quelconque pour m'exprimer, mais le moment venu, puisque dans notre système politique, on peut être candidat à l'élection présidentielle de 3 manières, soit on est un candidat indépendant, et on récolte les 30 signatures par région. Deuxièmement, on peut être candidat par un parti politique représenté, c'est-à-dire dans un conseil municipal, dans un conseil régional, soit au Parlement. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ou encore, troisièmement, on peut être investi par un parti politique non représenté. Et vous savez que même au Sénat, il y a des partis politiques qui n'ont pas d'élus. Donc la loi a été claire. Il faut simplement être un parti politique représenté dans une institution, même si votre représentant est nommé, comme au Sénat. Les sénateurs sont nommés. Donc un parti politique qui a un sénateur nommé, par exemple, peut bel et bien investir un candidat à l'élection présidentielle, contrairement à ce qu'on raconte, qu'il fallait d'abord qu'on ait un élu, c'est faux, puisqu'au Sénat, il y a 30 sénateurs qui sont des représentants. Tout parti politique qui a des sénateurs est donc habilité. Donc, nous réfléchissons... Alors, maintenant que vous le dites, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question hier à Mani. Au cours de cette élection présidentielle, vous, en tant que candidat, quelles sont les chances que vous vous donnez au cours de cette élection présidentielle et quelles sont vos chances dans cette élection présidentielle? Je peux reprendre si vous voulez, parce que... j'imagine, je sais, vous avez compris la nuance. Oui. Au cours de cette élection présidentielle de 2025, quelles sont les chances que vous vous donnez? Et dans cette élection présidentielle de 2025, en tant que candidat, quelles sont vos chances? D'abord, merci pour la question. Elle est vraiment technique. D'abord, la première chance que je me donne, c'est la chance de réfléchir, de mener des réflexions nouvelles, notamment des réflexions alternatives sur la politique de notre pays. Et justement, dans notre société, par exemple, on a un projet de société qui a certains éléments très forts et nouveaux. Quand je disais par exemple que si un enfant a déjà le baccalauréat, on ne va plus lui demander encore de ne pas aller voter ou bien attendre l'âge de vote, pas du tout. Même si un enfant a un baccalauréat à 14 ans, à 13 ans d'ailleurs, ayant déjà fait quand même l'éducation à la citoyenneté, ayant d'ailleurs une culture politique, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on lui demanderait encore d'attendre encore alors qu'il connaît un peu les données de la société. La deuxième chance que je me donne, c'est par rapport à mon programme politique qui est élaboré et qui est toujours en construction actuellement, qui sera bientôt à disposition de tout le monde. D'ailleurs, je ne veux pas écrire un gros livre pour ennuyer les Camerounais qui ont déjà des ennuis assez. Ça serait un truc très simple parce qu'il ne sert à rien d'écrire des gros traités de 600 pages, 800 pages. Qui va d'ailleurs les lire? D'ailleurs, est-ce qu'on est là pour donner du travail de lecture aux citoyens? On est là pour leur améliorer la vie, leur faciliter la tâche. La troisième chance, la dernière que je me donne, c'est de savoir que je suis Camerounais, j'ai vécu au Cameroun, je connais un peu mon pays, je ne suis jamais allé ailleurs. D'ailleurs, je suis un enfant des beignets haricots, je connais les réalités de mon pays. Je me propose de protéger la nature, de protéger l'environnement, de protéger aussi nos valeurs et enfin de booster l'agriculture proprement dite, car pour nous c'est la première richesse. Donc c'est comme ça que je compte exposer donc ces programmes sectoriels aux Camerounais et j'ai foi que si les Camerounais me suivent, on pourrait faire beaucoup de choses car je viens avec des papillons. Démocratie économique vient avec des papillons. Vous savez, quand les papillons arrivent du ciel, c'est toujours avec le bon message. Donc c'est pour ça que je suis là. Et j'ai aussi un dernier atout, à savoir que je suis un habitué de la communication politique. Oui. Et en outre, j'ai toujours communiqué sans me compromettre pour les Camerounais qui me connaissent. Et j'estime que tout Camerounais qui se sent capable doit être bel et bien candidat à l'élection présidentielle. C'est ça la garantie de la liberté et de la démocratie. D'accord. Allez, nous vous remercions d'être avec nous cet après-midi et le thème qui va gouverner nos échanges dans le cadre de cette production de votre émission Boîte Noire sur votre chaîne Mo Radio et Mo Télévision, c'est évidemment Gabon. Ali a-t-il été lâché par ses hommes, par la maladie et des institutions? On va pouvoir dénombrer quelques-unes de ces institutions qui ont réagi après ce coup de force ou alors ce coup d'État que l'on a vécu du côté du Gabon. Mais dans nos recherches hier à Mani, alors que nous préparions cette émission, nous nous sommes rendus compte que vous avez, en tant que chercheur et en géostratégie, vous avez écrit
sur les coups d'État qui ont été menés par des militaires. Et vous avez commencé par le cas de la France. Vous tentez donc ici de démontrer que ce n'est pas un fait exclusif de l'Afrique, le fait de voir que les militaires s'emparent du pouvoir. Ça s'était déjà passé en 1944, s'il vous plaît. Là, c'était en France, et c'est le général de Gaulle qui s'était emparé du pouvoir, et il y est resté pendant plusieurs années. L'Afrique s'inspire-t-elle aujourd'hui de l'Europe ou alors de l'Occident? Les militaires aspirent-ils désormais à gouverner? Avant d'aborder ces thèmes dans cette émission, je voudrais quand même proposer, sinon signaler que vous avez la possibilité, vous aussi, qui nous écoutez et qui nous regardez, de pouvoir réagir et intervenir à cette émission au numéro qui s'affiche donc au bas de votre petit écran. On ne manquera pas de vous communiquer à notre opérateur si vous avez des problèmes avec le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Celui-là offre également des possibilités sur WhatsApp pour être beaucoup plus évident, ou alors pour que notre communication soit beaucoup plus facile. Hier à Mani, comme il est de coutume dans cette émission, c'est quasiment un rituel. Avez-vous un fait d'actualité ou alors une information que vous aimeriez partager avec l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent et même ceux qui nous regardent? Merci. J'ai un fait d'actualité à l'étranger, si oui. je peux me le permettre. Allez-y. À l'étranger, c'est aux États-Unis d'Amérique. Le fait d'actualité, c'est justement les poursuites contre le président américain Donald Trump, oui, qui est poursuivi. Je rappelle que Donald Trump est un opposant au régime politique aux États-Unis d'Amérique, puisque le président des États-Unis d'Amérique s'appelle Joe Biden. Et en tant qu'opposant et homme très populaire, Donald Trump est actuellement poursuivi par la justice, et il va d'ailleurs se présenter. Il s'est d'ailleurs présenté devant quelques autorités de police judiciaire, même judiciaire, il y a quelques semaines, parce qu'on le poursuit pour des motifs, beaucoup de motifs. Et pour ces motifs, il y a donc des gens du parti au pouvoir des États-Unis, notamment le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique, qui estiment que ces poursuites doivent être conduites jusqu'à la fin, car le parti au pouvoir et certains de ses militants estiment que Donald Trump ne mérite pas de revenir comme président de la République des États-Unis pour un deuxième mandat. Donc ces poursuites sont donc menées par les autorités des États-Unis d'Amérique. Mais ce qui m'a marqué, c'est que lorsque cela se passe en Afrique, on nous donne l'impression que dès qu'on fait de la politique, on est un homme sain, on est un homme parfait. Vous vous souvenez, j'étais au Conseil constitutionnel pour une question de détournement des deniers publics, de l'argent public concernant les élections, parce que j'avais constaté que depuis des années qu'on donne de l'argent, les mallettes d'argent, les candidats, eux, ne donnent pas satisfaction en ce qui concerne la comptabilité, alors que la loi dit que lorsque vous prenez l'argent de campagne électorale, vous devez faire part des dépenses. Ils ne le font jamais. Dans notre pays, dans nos pays, notamment en Afrique noire, ou de nos pays dits indigènes, entre guillemets, lorsqu'on poursuit un opposant quelconque, puisque je vous prends le cas de certains opposants, et même des gens de pouvoir qui ne rendent pas compte des dépenses, si c'était donc ici en Afrique chez nous, prenez le cas du Sénégal, j'ai suivi et j'ai lu beaucoup de dépêches venant des États-Unis d'Amérique, où il y a des Américains du parti au pouvoir, le Parti démocrate, qui écrivent et demandent au président Macky Sall de libérer vite l'opposant Sonko. Moi particulièrement, je n'ai rien contre M. Sonko. 1944, général de Gaulle, l'homme fort de la junte, vous précisez que le gouvernement légal de la France a Vichy en proie à la junte militaire du général de Gaulle. Le maréchal Pétain cloîtré. À cette époque-là, le gouvernement justement qui a été dirigé par son chef, le maréchal Philippe Pétain, c'était le 16 juin 1940 dans cette 4e République en cours, par la suite de maréchal Pétain, qui avait donc été désigné chef de l'État français. Ça, c'était en juillet 1940. Mais son mandat sera écourté par un coup de force, par un coup d'État. Oui. La marche donc de Gaulle sur Paris sans loi et le port d'armes au palais. Vous dites que nous sommes là à cette période-là en pleine Deuxième Guerre mondiale, sous le gouvernement de Vichy
où l'on avait organisé un ensemble de choses qui n'ont pas permis au gouvernement qui était là de rester en place. Et en ce moment-là, le général de Gaulle est en exil et il crée, c'était en Alger, en 1943. C'est évidemment en Algérie, qui était une colonisation française et qui avait créé le comité français de libération nationale qui deviendra plus tard un gouvernement provisoire. Là, il est encore en Algérie. En Algérie. Avant d'aborder le putsch, proprement dit, du général de Gaulle, qu'est-ce qui vous a inspiré à rédiger cet article? Vous vouliez absolument démontrer quoi, Yeramani? C'est que je me suis rendu compte qu'il y a une disproportion en ce qui concerne la communication et notamment les jugements de valeur qu'on porte sur les autres États du monde. Et je me suis aussi rendu compte qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle non seulement la symétrie, donc L-A-S-Y-M. Symétrie veut dire une sorte de réciprocité en ce qui concerne les jugements qu'on porte sur nos États, nous qui sommes dans des États, on dirait faibles, les États du tiers-monde, et que les autres ont le droit de tout dire sur nous. Les autres ont le droit de venir faire l'observation électorale ici en Afrique particulièrement ou spécialement, même au Cameroun ils sont venus, mais jamais, je ne sais pas si vous avez entendu une délégation de Camerounais dire qu'ils iront observer les élections en France. Je ne sais pas si on va me les autoriser. Alors au nom de quoi on s'arroge dans le droit de juger les autres? Peut-être sous la coupole d'un organisme. Les Africains se sont retrouvés certainement, souvent, en train d'être des observateurs au cours de ces consultations ou alors des échéances électorales en France. J'ai bien envie de vous indiquer que si au sein d'un organisme dénommé Transparency International, si là-bas se trouvent des Africains et que cet organisme est appelé à aller superviser des élections en France, pourquoi pas? Les Africains se retrouveront donc en train de superviser une élection en Europe ou en Occident. Bon, dans quelle proportion? Puisque j'ai vu des élections en Allemagne, en Suisse et autres, bon, peut-être que ça existe, mais moi je crois que c'est un peu rare dans tous les cas. Mais lorsqu'il y a une élection, dès qu'il y a une élection en Afrique, il y a toute une cheminée, mais toute une fournée d'observateurs suisses, observateurs allemands, ils sont pleins dans les rues. J'ai été observateur plusieurs fois ici au Cameroun, l'observateur électoral en tant que politologue, puisqu'on se retrouvait souvent dans les bureaux de vote avec des Allemands, des Chinois, non pas des Chinois, je vous en prie, des Allemands, en fait des gens de l'Europe de l'Ouest, des Américains et autres. Je me suis donc posé des questions de savoir est-ce que j'aurais aussi l'occasion aussi d'aller aussi comme eux, n'est-ce pas, d'aller comme eux, ils sont venus ici. Alors, donc, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, du colonel Assimi Goïta, c'est là où il y a eu un déclic dans mon esprit. Car j'ai attendu 7 jours. Et durant les 7 jours, je captais les radios et les télévisions et j'écoutais un peu ce que le monde disait sur ce coup d'État, notamment le monde étranger, notamment le monde hors Afrique et particulièrement aux États-Unis d'Amérique, en Amérique et en Europe de l'Ouest. Quand je dis l'Europe de l'Ouest, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne et autres. Où j'entendais, particulièrement en France, je n'ai rien contre eux, ils sont des faits historiques, des gens dire qu'il est hors de question que le colonel Assimi Goïta soit président du Mali après un coup d'État, que la démocratie ne rime pas avec un coup d'État, que c'est très dangereux. Et deuxièmement, que les militaires, les officiers en particulier sont incapables de diriger un État. Comme si les civils sortaient du sein de leur mère, avaient une capacité automatique de diriger un État. Parce que diriger un État, ça s'apprend. On peut l'apprendre à un militaire ou à un civil. Alors, ça m'a un peu tiqué. Et depuis ces années-là, j'avais écrit cet article pour la presse, où j'ai démontré justement que, attention, ce n'est pas un phénomène nouveau, ou bien propre uniquement à l'Afrique, où j'ai démontré particulièrement, parce que je suivais certaines chaînes de télévision, notamment de la France, où je leur répondais donc par cet article scientifique en disant, non, attention, n'ayez pas de perte de mémoire. Et j'ai donc intitulé l'article justement, le coup d'État du général de Gaulle en France en 1944. Donc il est quitté du service des armes au pouvoir d'État de force. Puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1939 à 1945, on sait que certains territoires ont été occupés par les Allemands. Parce qu'ils n'avaient pas occupé tous les territoires du monde. Et si on va particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y avait une cible de Adolf Hitler, qui était la cible, qui était la France. Parce que Hitler estimait que la France est parmi les puissants de l'Europe de l'Ouest. Il fallait
la mettre en difficulté et la dompter. C'est comme cela que beaucoup de Français sont entrés dans la résistance et d'autres ont fui, y compris les militaires. Et le général de Gaulle, qui était pourchassé, avait notamment fui à l'étranger. Il marchait partout dans le monde, dans les colonies françaises. Il est même venu ici au Cameroun, vous vous souvenez, qu'il est passé par Akono ici, il a résidé à Douala et autres. Il est passé ici pour rallier les gens à sa cause. Parce qu'il ne s'entendait pas avec le gouvernement légal en France. Durant l'année 1940, justement, le maréchal Pétain, qui était un héros de la Première Guerre mondiale, de 14 à 18, on oublie souvent de le dire, c'était un grand soldat, un grand, non seulement, parce que bon, c'est vrai tout généreux, c'était un grand officier, il était d'ailleurs maréchal, n'est pas maréchal qui veut. Et il y avait ce qu'on appelait la bataille de Verdun, durant la Première Guerre mondiale. Et c'est grâce au maréchal Pétain de l'époque qui avait galvanisé les troupes de ne pas capituler que la France a pu battre l'armée allemande. Donc les Français, durant la Première Guerre mondiale, savaient que le maréchal Pétain, c'est un grand homme, c'est un grand héros. Alors qu'est-ce qui se passe? En 1940, le maréchal Pétain est d'abord nommé chef de gouvernement en France. Puis un mois après, en juillet, il est nommé, il est désigné, disons, par le gouvernement légal comme chef d'État français. Donc celui qui gouverne. Et comme Paris avait des problèmes, les Allemands étaient à Paris, avaient envahi Paris, avaient presque ciblé Paris comme un lieu où personne ne devrait pénétrer. Alors, le gouvernement est donc allé plutôt siéger dans la ville de Vichy. Une petite ville que comme on ne peut pas siéger en France avec les nazis, allons plutôt à Vichy. Et c'est à Vichy donc que le gouvernement siégeait. Et en sa tête, le chef de l'État français, un certain, comme vous l'avez rappelé, le maréchal Pétain. Et étant au pouvoir, il ne s'entendait pas forcément avec tout le monde, c'est vrai. 3 ans après, en 1943, le général de Gaulle, qui marchait partout dans le monde, va à Alger. C'est là où il fait son camp. Et il s'oppose au gouvernement légal de la France, dont le chef de l'État est Vichy. Et c'est donc là-bas, en Algérie, qui était sous colonisation française, que le général de Gaulle, avec ses gens dans son camp, prépare donc le coup d'État. Il prépare le coup d'État, puisque entre l'Algérie et la France, ce n'est que la mer qui les sépare. Et il dit à ses hommes, nous devons tout faire pour prendre le pouvoir en France. Mais certainement, on lui a demandé, mais il y a un pouvoir en France, un pouvoir légal. Le chef de l'État français s'appelle maréchal Pétain. Il a dit, lui ne reconnaît pas ce genre de gouvernement. C'est comme ça qu'en 1943, il se prépare bien et il met en place un comité national dit de libération. Et avec ses hommes, il atterrit en France. Et quand il atterrit en France, il ne va pas à Vichy, où le gouvernement siège, les gars siègent. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend plutôt la route de Paris. Et il entre donc à Paris. Et c'est quand il entre à Paris donc, en 1944, il s'autoproclame, si je veux le dire ainsi, avec ses compagnons qui le suivent d'armes. C'est comme ça qu'ils mettent en place un comité et mettent en place une junte militaire. Alors, qu'est-ce que vous défendez dans cette idée? Vous défendez l'Afrique de s'être inspirée des coups d'État qui ont commencé en Europe avec les juntes militaires, sinon les militaires qui ont décidé de partir des casernes pour les palais, ou alors vous tenez à démontrer que c'est une bonne chose qui avait été faite par ces militaires de français et qui sont arrivés au palais, ou alors simplement vous tenez à défendre l'Afrique face à quelques indications malsaines qui sont faites par l'Europe lorsqu'elle se décide avec ces militaires de prendre le pouvoir. Au fait, j'ai d'abord voulu défendre la vérité, Paul Désibia. Oui. Parce que nous sommes là en sciences politiques, il y a une matière qu'on appelle histoire politique et constitutionnelle. Bon, c'est vrai que ceux qui font droit appellent ça histoire constitutionnelle et politique. Et on dit bien que l'histoire réelle, originale, se base sur des faits. Parce que celui qui ne rappelle pas les faits peut aussi conduire des gens vers le mensonge ou encore soutenir le mensonge. C'est parce que je suis tous ces mensonges et ces manipulations dans des médias, comme si c'est en Afrique qu'on a inventé les coups d'État, que j'avais réagi en écrivant cet article. Deuxièmement, j'ai voulu démontrer que lorsqu'on dit que les militaires sont incapables de gouverner, mais ça doit être
une assertion à prendre de façon partielle. Ce n'est pas quelque chose d'absolu. Je vous démontrer aussi qu'il y a des militaires qui ont échoué en gouvernant les États et ceux qui ont réussi. D'ailleurs, en France, le général de Gaulle, qui était un putschiste, est considéré comme un des grands hommes de l'histoire moderne de la France, vous le savez. Essayez de discuter avec un Français, vous allez vous entendre sur peu de choses, mais essayez un peu de titiller le général de Gaulle. Le Français, tel que soit son obédience, va vous dire, attention, le général de Gaulle, c'était un grand homme. Voilà donc un putschiste qui est traité comme un grand homme en France. Mais quand les mêmes putschistes naissent en Afrique noire d'une autre manière, on dit que c'est des gens dangereux, qu'il faut se méfier d'eux. Vous voyez donc que c'est un jugement parcellaire et un jugement partiel qui n'est pas un jugement juste. Troisièmement, je voulais aussi faire constater la façon dont le général de Gaulle a traité le chef de l'État français, le maréchal Pétain. Je rappelle que lorsque, en 1944, notamment en août, lorsqu'il entre dans Paris, mais ils mettent un comité militaire et ils mettent en place une junte militaire en 1944. Qu'est-ce qu'il a fait de tous ceux qui étaient dans le gouvernement légal et que ceux du Gabon ou du Mali n'ont pas fait? Première des choses, le général de Gaulle, étant au pouvoir, conduisant la junte comme chef de la transition militaire au pouvoir, Manu Militari, a ordonné rapidement l'arrestation du chef d'État français, maréchal Pétain. Il a demandé qu'on l'arrête. On l'a donc arrêté, on l'a mis en prison et, retenez votre souffle, le chef de l'État, le maréchal Pétain, a été condamné à mort. Je ne sais pas si tous les putschistes de l'Afrique des derniers temps ont condamné forcément leurs prédécesseurs à mort. Est-ce que justement cette démarche ne nous amène pas sur un terrain de règlement de compte? Est-ce que vous pensez que les coups d'État, c'est toujours objectif dans le sens où des individus estiment un matin de prendre le pouvoir? Cela vous amènera également à répondre à la question de savoir s'il y a nécessité de faire un coup d'État lorsque le chef de l'État qui est là en place a encore toutes ses capacités pour pouvoir gouverner. Est-ce que ce n'est pas une entorse à la démocratie? Est-ce que ce n'est pas un raccourci qui piétine, on va le dire, la constitution d'un pays et qui amène des individus qui, au départ, n'ont jamais eu un visage politique et estiment qu'ils vont arracher le pouvoir à quelqu'un qui a dû souffrir et qui a été élu par, je veux dire, ses compatriotes. Hein. C'est pas, je n'indique pas un pays précis, mais quelqu'un qui a été porté à la tête de l'État par ses compatriotes par la voie des urnes et qui, quelque temps après, est chassé de là par les militaires parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont certainement la force. Est-ce que ce n'est pas un raccourci? Est-ce que ce n'est pas une entorse? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui aspire à faire vivre davantage les règlements de compte? Oui, avant de parler de la seconde partie que vous avez évoquée sur la nécessité ou encore le jugement de valeur que je pourrais porter, premièrement, comme vous l'avez dit, il faudrait d'abord relater les faits. Puisque en France, en 1944, le chef de l'État français, le maréchal Pétain, avait été bel et bien désigné légalement. C'était lui le chef de l'État de la France. Mais il a été renversé par le général de Gaulle. Donc si aujourd'hui, en 2023, on apporte cet argument, on va toujours on va aussi rappeler aux autres que non, le maréchal Vichy avait été désigné légalement comme chef de l'État français en juin et juillet 1940. Donc cet argument est à rejeter. Voilà. Maintenant, il y a l'autre argument qui consiste à dire que lorsque quelqu'un est élu, il faut le laisser aller jusqu'au bout, un peu comme De Gaulle n'a pas laissé le maréchal Pétain aller jusqu'au bout. Il faut le laisser aller au bout parce que il a été élu. Eh bien, il faudrait revenir sur l'opportunité du coup d'État dont vous parlez. Alors, est-ce que c'est l'étranger ou les étrangers qui ont le jugement d'opportunité? Non, ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens et non les étrangers qui doivent décider de l'opportunité. L'opportunité, la gravité des faits est d'abord observée par les citoyens et les autorités de l'État, que ce soit civil ou militaire. Maintenant, l'opportunité de décision revient donc en même temps à ceux-là
qui ont constaté la gravité des faits, pas aux étrangers. Donc, si le cas du Gabon, vous constatez vous-même que le général Guéma a estimé qu'il y avait gravité des faits, notamment le fait politique lui-même, que celui qui est le président de la République gabonaise, ça me rappelle un truc, hein, vous savez que Léon Mba avait l'habitude de dire aux Gabonais que tout Gabonais est d'abord Gabonais et Français. Et les deux, suivez bien mon regard, que tout Gabonais est d'abord Gabonais. Je ne sais pas s'il avait dit français ou gabonais d'abord, je ne sais pas, dans tous les cas, il disait que tout Gabonais est les deux. C'est vrai qu'il y avait déjà cette proximité non méprisable à l'époque de Omar Bongo. Qui, de Léon, même d'ailleurs déjà avant. Comme on va bien le constater, hein, avec, je veux dire, pas des interférences, mais des agissements et des attitudes des gouvernants gabonais vis-à-vis de la France, avec quelques largesses qui ont souvent été évoquées, notamment dans le financement des campagnes pendant les élections présidentielles. Effectivement. Alors, dans ce cas, nous revenons toujours à l'esprit politique, à la stratégie politique et à l'histoire politique. Pour rappeler encore, il y avait un auteur là, italien, là, Nicolas Machiavel, qui rappelait que, sans dire que je suis forcément un fan de cet auteur italien, il disait qu'on ne juge pas un homme d'État par rapport au présent, mais par rapport à l'histoire et la gloire. Il s'appelait Nicolas Machiavel. Et il rappelait quelque part dans un de ses ouvrages de philosophie politique et de sciences politiques que un homme d'État doit agir de telle sorte que si les faits l'accusent maintenant, il faudrait que les résultats l'excusent. Bref, on ne juge pas un homme d'État lorsqu'il arrive. C'est le temps qui nous dira. Donc le temps historique nous dira si ces coups d'État sont bons ou pas. Le temps nous dira. Puisque en France, le temps nous dit, à entendre les déclarations des Français, que le putschiste de Gaulle était un grand homme. D'ailleurs, ces photos sont partout. Tous les jours, les gens écrivent les articles sur de Gaulle. J'en ai aussi tellement dans mon cabinet. Des articles écrits. J'ai par exemple un dernier article que j'ai lu sur de Gaulle, où quelqu'un a dit Charles de Gaulle, l'homme qui avait dit non. Donc un grand homme. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi laisser le temps à nos militaires ici, hein, de faire valoir peut-être leurs compétences ou leur efficacité? Encore que parfois un système politique où l'arrivée d'un homme au pouvoir est parfois liée à des situations ou à des circonstances. Il y a des comme en France, on a dit que les circonstances amenaient de Gaulle à renverser le gouvernement de Vichy qui était conduit par le chef de l'État Pétain. Et si c'est les mêmes circonstances arrivent ici, ou bien que si on juge qu'il y a un problème dans la demeure, un problème politique, le prince ne se porte plus bien, le prince baille, il titube, il tombe, ou encore un problème économique, que l'économie gabonaise est une économie extravertie, une économie sous dominance coloniale. Avec tous ces éléments, est-ce que nous devions donc empêcher à ceux-là, au Gabon ou au Mali, pour les questions de sécurité, parce qu'en France aussi, De Gaulle avait dit que la France n'était pas en sécurité, est-ce qu'il nous revient donc de leur empêcher cela? Est-ce qu'il ne faut pas donc leur laisser le temps, comme on a laissé le temps à De Gaulle, comme on a laissé le temps à Napoléon, qui lui-même était venu au pouvoir en France en 1799 par un coup d'État? Paul Désibia, oui. Vous vous en souvenez? Vous savez que Napoléon, en 1700, après la Révolution française, il y avait même un désordre politique en France. Il y a des auteurs qui ont même parlé d'une situation, d'une période donc anarchique et démocratique. Et 10 ans après, le géant Napoléon, qui était d'abord un an avant, donc en 1798, en Égypte, en campagne militaire, il rentre donc de l'Égypte en 1799 et il fait un coup d'état militaire. Et demandez aux Français qui est Napoléon, on vous dira dans toute la France que Napoléon c'est le plus grand homme de l'histoire et suivi par le général de Gaulle. Donc, je crois qu'il faudrait aussi qu'on donne le temps à nos grands hommes, sans toutefois dire que les coups d'État sont bons. Mais il faut s'interroger sur le pourquoi des choses. Ne nous en tenons pas seulement au comment des choses, on creuse aussi le pourquoi des choses, parce qu'il y a des circonstances exceptionnelles, il y a des états de nécessité qui peuvent nous amener à mettre entre parenthèses la légalité de l'État ou la légalité démocratique, comme on en a vu ailleurs. Alors, vous avez finalement évoqué au deuxième point le putsch gaulliste au gouvernement militaire de transition
force en France en 1944. Vous avez parlé du gouvernement de transition par la junte gaulliste, comité militaire en force à la tête de l'État français. C'est pour dire que les coups d'État en Afrique, ça peut se faire et donc ça ne devrait pas être condamné. Pour trancher définitivement, il faut accepter que les militaires risquent parfois, ou du moins envient ou rêvent parfois de partir des casernes pour arriver dans les palais. Disons que les coups d'État peuvent arriver. Je préfère un peu cette terminologie personnelle. Les coups d'État peuvent arriver. Et lorsque c'est nécessaire. Lorsque ceux qui le font le jugent nécessaire. Comme Cromwell. C'est un peu égocentrique. Comme Cromwell en Angleterre. En Angleterre, le général Cromwell avait pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Et dans l'histoire politique de l'Angleterre, Cromwell est toujours présenté comme l'un des plus grands hommes de l'histoire. Cela fera un peu moins Fidel Castro d'hommes politiques en Afrique, parce que ils sont nombreux qui vont prendre les raccourcis. Dès qu'ils ont nourri un intérêt, ils vont passer par les casernes en nourrissant le projet finalement d'aboutir, sinon d'arriver au palais un jour. Je crois que nous, en démocratie économique, nous disons que... Je pourrais prendre un exemple terre à terre. Cabral Libye, qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2018, parti, entre guillemets, comme on le dit trivialement, du quartier, aurait pu prendre le raccourci en devenant d'abord militaire et puis pour espérer arriver au palais plus tard. Or, dans tous les États du monde, il y a des militaires. Est-ce que c'est pour autant que nous vivons des coups d'État tous les jours? Les coups d'État sont des cas exceptionnels dans l'histoire du monde. Et il y a même un pays en Amérique latine, le Venezuela. J'aurais pu dire que vous qui êtes candidat pour l'élection présidentielle 2025, vous pourriez ne pas vouloir harmoniser votre démarche à travers des consultations, à travers des mises sur pied, des plateformes et autres ou entrer en campagne électorale qui vous permettent de faire effectivement votre campagne électorale, de chercher à convaincre les Camerounais pour arriver au palais présidentiel à Etoudi. Vous auriez pu devenir militaire tout en sachant que finalement vous utiliseriez des armes pour pouvoir arriver au pouvoir. Oui, cela me ramène encore à la politologie elle-même, dans l'excologie politologique, parce qu'il y a un terme qu'on appelle coup de force. C'est un terme générique pour exprimer en sciences politiques le renversement violent d'un régime en place par un individu ou un groupe. Et dans les coups de force, on peut avoir un coup de force sous forme de coup d'État militaire ou encore sous forme de coup d'État civil. Nous avons beaucoup évoqué les coups d'État militaires. Si vous permettez, même dans l'histoire contemporaine, il y a eu des coups d'État civils. C'est-à-dire que c'est un civil qui s'est fait conduire jusqu'au palais. On a vu un coup d'État civil en 1922 en Italie, où l'opposant, Mussolini, que vous connaissez très bien, à travers ne serait-ce que vos recherches. Tout à fait. Mussolini, en 1922, était un civil. C'est vrai qu'il avait d'abord été plus ou moins journaliste. Parce que j'entends souvent des gens nous dire ici que non, moi je suis seulement journaliste. L'histoire a démontré que les journalistes ont fait beaucoup de coups d'État. Churchill était aussi journaliste. Mobutu était journaliste. Donc les gens se cachent parfois derrière le titre de journaliste pour dire qu'ils ne font pas de la politique. Pourtant, les journalistes ont été des gens de coups d'État dans le monde. Donc le journaliste Mussolini, qui avait créé beaucoup de journaux de la droite extrémiste en Italie, après avoir perdu les élections législatives et municipales en Italie, quelques mois avant, il a décidé en 1922 de demander à ses partisans de faire ce qu'on a appelé aujourd'hui la marche sur Rome. Il a dit, moi je m'en vais au palais être chef de gouvernement, suivez-moi. Et les gens l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi, on les a appelés les chemises noires et d'autres Italiens. C'est comme ça que Mussolini, un civil, est entré au palais du gouvernement. Il a presque forcé le roi de l'époque à lui donner le gouvernement. Il est devenu chef de gouvernement et quelques jours après, il a dit au chef d'État que vraiment désormais, sache que c'est moi qui détiens le pouvoir. Donc les coups d'État civils ont été faits dans l'histoire. On prend un seul cas, si vous permettez, ici en Afrique, le coup d'État civil ayant abouti. À Madagascar, dans l'Afrique, à côté de l'Afrique du Sud, l'île qui est à côté de l'Afrique du Sud, en 2009,
un civil, le maire d'Antananarive, qui s'appelait André Rajoelina, a demandé aux gens de se rassembler à Antananarive, au centre-ville. Ils ont commencé à dire que le président élu, Marc Ravalomanane, doit quitter le pouvoir comme un jeu. Un beau matin, il a donné l'assaut sur le palais. Et le civil, André Rajoelina, a marché sur le palais. Il est entré à la présidence et il s'est autoproclamé président de la République de transition. Donc, les civils comme les militaires peuvent le faire. Seulement, j'ai l'habitude de le dire souvent, que chacun prenne un chemin et assume. Car, quand vous vous engagez à faire un coup d'état civil ou militaire, il y a 3 choses qui vous attendent. La première des choses, c'est que ça peut réussir. Ça peut réussir. Tant mieux. Vous entrez au palais. Comme vous avez vu le cas de Gaulle, vous avez vu le cas de Cromwell en Angleterre. Vous avez aussi vu les cas dans l'Afrique contemporaine. Cependant, si ça échoue, il y a 2 choses négatives qui vous attendent. Soit c'est l'arrestation, soit c'est l'exil ou la mort. Donc en se préparant en tant que militaire ou civil à faire un coup de force, il faut toujours avoir cela devant soi. Et assumer. Et assumer. Parce que il y a dans notre pays, je crois qu'après l'élection de 2018, des civils qui ont estimé, avec un autre civil, qui ont estimé qu'ils pouvaient prendre le pouvoir au Cameroun par l'insurrection. Et ce qui m'a un peu intrigué, c'est que, à plusieurs reprises, moi particulièrement, j'avais été parmi les gens qu'on avait contactés pour aller faire des marches à la poste centrale pour qu'on libère ces civils qui avaient appelé à l'insurrection. Moi, je leur ai dit, mais moi, j'étais pas là au départ. Si ça avait réussi, qui m'aurait connu? Qui aurait su que j'existe? Alors, vous parlez de 2018 au Cameroun. Oui. Et puisqu'on est en train d'évaluer, oui, on est en train d'analyser comment s'organisent, comment sont faits les coups d'État, quelles sont les spécificités qui rentrent en scène lorsque cela doit être fait, et que vous ramenez cela au Cameroun. Nous analysons le sujet de façon générale. Voilà. Est-ce qu'il faut dire qu'au Cameroun, l'on a failli faire face à un coup d'État, ou du moins, c'était une tentative de coup d'État, ce qu'on a vécu au Cameroun en 2018, notamment ces marches qui ont été organisées en 2020 par des personnes qui sont souvent parfois descendues dans les rues. Vous comprendrez l'importance de ma question, c'est la réaction du gouvernement qui a souvent estimé que ces marches étaient dangereuses pour la stabilité de la République. Alors, je vous demande, vous qui êtes un géostratège, vous qui êtes un chercheur en géostratégie de la politique, est-ce que ce que l'on a vécu au Cameroun en 2018 avec des mobilisations post-électorales, c'était une tentative de coup d'État, selon vous? Effectivement, même selon la science objective, car il y a 2 manières d'accéder au pouvoir de façon générale, soit par le vote ou l'élection, soit par la violence, c'est tout. Et dans nos systèmes constitutionnels, que ce soit en France, en Suisse, aux États-Unis, il y a bien la voie de l'élection qui est bel et bien établie dans les constitutions. Dans aucun pays au monde, il y a une constitution qui demande qu'on prenne le pouvoir par les armes. Ça serait d'ailleurs entrer en contradiction d'ailleurs avec soi-même. Mais pourquoi parlez-vous de la loi et la force sont opposées? Nous étions pourtant là en pleine élection présidentielle. Moi, j'ai dit après l'élection présidentielle en 2018. Oui, et les personnes qui descendaient, qui avaient de l'énergie à descendre dans les rues, qui disaient être porteuses, du moins qui disaient porter la volonté d'un candidat à l'élection présidentielle, qui leur a promis, qui leur a dit avoir gagné cette élection présidentielle. Est-ce qu'on ne peut pas ranger ces marches et ces démarches dans le registre des revendications plutôt, au lieu de parler du coup d'État? Non, il y a des revendications violentes. Tentatives de coup d'État. Des revendications, oui. Moi, j'ai suivi, puisque j'étais simple citoyen en 2018, j'étais votant. C'est en 2025 que je porterai ma candidature dans le modèle institutionnel. Donc, je n'ai pas en idée, moi, en ce qui me concerne, pour l'instant, je n'ai pas en idée de prendre le pouvoir par la force ou la violence. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que j'ai aussi suivi en 2018, d'abord durant l'élection au Cameroun, des gens qui promettaient des guérisons de toutes sortes ou des miracles de toutes sortes lorsqu'ils seront au pouvoir. Bon, c'est vrai que les urnes n'ont pas peut-être répondu à leur appel. C'est vrai aussi que les citoyens ont l'esprit critique, parce que quand vous promettez par exemple de transformer l'eau en vin,
hein, de devenir Jésus des temps modernes et autres, les gens se posent beaucoup de questions. Encore que parfois, ce qui est dans la Bible, comme l'a rappelé un prêtre catholique l'autre jour dans une télévision, qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui relèvent de la mythologie. Et qui dit mythologie dit des récits légendaires et imaginaires. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Alors, ce qui s'est donc passé en 2018, c'était bel et bien une insurrection. Parce que quand on dit coup d'État, un coup d'État insurrectionnel peut être populaire. C'était bel et bien une insurrection. S'il faut parler comme un... Est-ce que ce n'est pas une insulte à la démocratie, Ramani? Non. Les personnes estiment avoir voté, oui, et leur candidat estime avoir gagné les élections. Et j'imagine que l'attitude de ces partisans était de défendre le vote. Je vous poserai la question, en fait ce n'est pas une question, est-ce qu'il y a la démocratie sans loi? Puisque le régime, un système démocratique est encadré par les lois. Et j'ai l'habitude de le rappeler plusieurs fois, lorsque j'ai l'occasion d'être interviewé. Je voudrais vous amener à être beaucoup plus explicite. Oui, plus explicite. Ceux qui nous écoutent comprennent effectivement votre analyse. Y compris mon analyse. Pour qu'ils intègrent dans leur intelligence que ce que vous dites, que l'analyse que vous déployez est vraie et peut être justifiée, et que les uns et les autres sachent effectivement et comprennent pourquoi vous estimez que l'attitude d'un certain candidat après l'élection présidentielle de 2018 et ses partisans était d'ordre insurrectionnel. Oui, l'attitude était d'ordre insurrectionnel. Encore que si vous me demandez de faire une analyse qui va plaire à tout le monde, vous savez que c'est impossible. Donc, je ne peux que prendre la rigueur scientifique. Oui. Un peu comme le chirurgien avec son bistouri. Tout à fait. Je ne sais pas s'il a besoin qu'on l'aime à l'hôpital. L'essentiel pour lui, c'est de percer le pu et de libérer celui qui va pleurer et peut-être le remercier bien après. Alors, donc, sur le plan de la science du droit constitutionnel, on devient président de la République dans une république des lois. Ça veut dire que la loi électorale dit comment est-ce qu'on fait pour arriver au pouvoir. Et puis, deuxièmement, les lois ont établi les procédés de comptage, les procédés de publication des résultats. Et la loi constitutionnelle au Cameroun, et notamment aussi le code électoral, a bien défini qui est-ce qui proclame les résultats de l'élection présidentielle, si vous voulez que je rappelle. Au Cameroun, seul le Conseil constitutionnel arrête et publie et proclame les résultats de l'élection présidentielle. Et il y a une autre antienne en droit qui parle de ce qu'on appelle force et autorité de choses jugées. On dit qu'une fois que la décision du Conseil constitutionnel a été prise, elle a force et autorité de choses jugées pour dire au moins qu'on n'entre plus en contradiction avec cela et que cela s'impose à l'immédiat. Dès lors que la loi a dit cela et que le Conseil constitutionnel ou les institutions n'ont même pas encore proclamé les résultats et qu'un groupe de personnes décide que nous avons gagné et que c'est notre déclaration qui devrait être prise en compte, mais ce sont des hors-la-loi. Est-ce que c'est moi qui m'oppose à la démocratie? Ce sont ceux-là qui s'opposent eux-mêmes à la démocratie. Est-ce ma faute si j'analyse ainsi? Voudriez-vous que je dise que lorsqu'il y a élection présidentielle, on ne doit pas attendre ELECAM? Voudriez-vous que je dise que lorsqu'il y a élection présidentielle, on ne doit pas attendre le Conseil constitutionnel? Ça que vous voudrez que je dise? Attention, je serai en porte-à-faux par rapport au droit constitutionnel et aux règles de la démocratie. Et j'aimerais aussi souligner que en ce qui concerne particulièrement le Gabon, si vous voulez que j'intervienne là-dessus, parce que le Gabon me fait donc rappeler, dans mon article que j'ai publié sur le coup d'État du général de Gaulle en 1944, j'aimerais donc m'interroger en disant ceci. Comme en 1943 à Alger, le général de Gaulle a préparé son coup d'État, et quelques mois après, en 1944, il est entré dans Paris, et il a pris le pouvoir au détriment du chef d'État français qu'on appelait Vichy, et que au cours de l'histoire, on se rend compte que De Gaulle était un grand homme. Est-ce que les autres généraux ou les autres colonels, le colonel Assimi Goïta par exemple, quand il a fait son coup d'État, c'est à cette période que j'avais écrit mon article, est-ce que lui aussi ne mérite pas que l'histoire le juge? Puisque l'allemand Friedrich Hegel disait que l'histoire du monde est le jugement du monde. Est-ce que le général Guéma du Gabon ne mérite pas qu'on attende un peu avant de lui juger par rapport à l'histoire? Est-ce qu'on doit donc dire que tout ce qui est push est mauvais a priori, alors qu'en France, les Français ont attendu des années de putsch? Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en France, lorsque De Gaulle prend le pouvoir à Paris, il rappelle à tout le gouvernement qui était à Vichy
que ce gouvernement est nul et de nul effet. Pourtant, ce gouvernement était légal. Maintenant, De Gaulle est resté au pouvoir pendant 2 ans. Je dis bien pratiquement 2 ans. Et je rappelle aussi que j'ai entendu les gens dire que il fallait que le général Nguema donne rapidement le calendrier et dise rapidement combien de temps il va mettre au pouvoir. Je rappelle que lorsque De Gaulle fait le push en France en 1944, personne ne parle, aucune mouche ne tousse. Et le président qui l'a renversé est condamné à mort. Il n'avait rien dit. Pourquoi est-ce qu'on demande donc, quand c'est en Afrique, à nos colonels, nos généraux, de dire rapidement? Et qui le demande? C'est parfois des chaînes étrangères. Ce ne sont même pas les enfants nés du pays. Et d'ailleurs, au Gabon, vous avez constaté que le gouvernement est rempli d'étrangers, entre guillemets. Ce n'est pas forcément les enfants nés du pays. Donc le Gabon, n'est-ce pas, est comme une scie où les gens viennent enfoncer leurs pieds pour mieux se chauffer. Donc, M. Nguema, qui est le général, qui vient de prêter serment il y a quelques minutes, j'ai d'ailleurs suivi en direct sa prestation de serment avec sa statue. Je crois qu'il mérite qu'on essaie un peu de regarder. Encore qu'un système politique n'est pas parfait. Le débat de philosophie politique ou de sciences politiques sur l'histoire de la Grèce a démontré que des gens comme Platon et Aristote étaient des idéalistes. Eux parlaient d'un gouvernement heureux, d'un gouvernement idéal. C'est ce que Platon disait, qu'il faut rechercher un gouvernement idéal. Aristote parlait d'un gouvernement heureux, des heureux, ou bien du bonheur. Aujourd'hui, on s'est rendu donc compte que la démocratie n'est que un des moins mauvais parmi tous les mauvais régimes. Sans soutenir les coups d'État, je pense qu'il faudrait qu'on attende un peu et qu'on cesse, nous, les hommes noirs d'Afrique, à vivre uniquement au rythme des déclarations et des jugements portés par les colons. Qu'on cesse. Et si on fait un coup d'État dans un pays, le peuple ne sort pas pour marcher, le peuple ne revendique pas, le peuple ne se plaint pas, le peuple chante et danse et s'enchante. En quoi est-ce que ça concerne donc les étrangers? Ce qui m'étonne. Est-ce que celui qui n'a pas la plaie sur sa jambe, comment est-ce qu'il peut prétendre avoir plus de douleur que celui-là qui est blessé? Ça m'étonne carrément. Donc, comme De Gaulle a fait d'abord ces 2 ans, de 1944 à 1946, sans élection, sans vote, sans rien, avant de revenir après, parce que vous savez bien que De Gaulle est revenu après, il s'est fait élire plusieurs fois, parce que j'entends aussi qu'il ne faudrait pas que les généraux qui prennent le pouvoir en Afrique noire soient candidats. Pourtant, quand De Gaulle fait d'abord ces 2 années sans élection, il revient en 1958. Et De Gaulle est candidat à l'élection présidentielle en France plusieurs fois. Il durcit même le régime, le rend plus présidentialiste. On connaît bien son opposant historique, un certain François Mitterrand. Donc De Gaulle est resté au pouvoir jusqu'en 1969. Il se faisait toujours réélire. Il n'y a pas eu de problème. On ne lui a pas dit, bon, comme tu es militaire, il ne faut pas enlever le treillis pour porter le civil. Mais on dit à Assimi Goïta, non, comme tu es militaire, toi tu ne dois pas être candidat. Mais comme De Gaulle, le général De Gaulle, lui il en a le droit, ainsi de suite. Attendons voir. Ça va aussi dépendre de la façon dont les Gabonais vont réagir. Parce que le peuple est au-dessus de la loi. Le peuple précède la loi. Le peuple a d'abord existé. C'est à un moment donné que les gens sont assis pour mettre les lois sur papier. Donc le peuple a d'abord existé. Donc vraiment qu'on ne soit pas plus loyaliste ou plus généreux ou plus patriotique que les Gabonais. La réaction des Gabonais supplante toute élection. Car c'est le peuple en marche. C'est l'histoire en marche. Et le général Nguema est comme ce que Friedrich Hegel appelait l'âme du peuple à cheval. D'accord. Attendons voir. Merci beaucoup. Allez, on va accueillir un autre invité. C'est Sébastien Ebala qui prend place sur ce plateau. Bonsoir et bon après-midi, Sébastien Ebala. Bon après-midi à vous, mon frère Paul Desibia. Bon après-midi à tous nos nombreux auditeurs, aux membres du panel et au top management de cette radio thématique, parce qu'il faut toujours le rappeler. Merci pour cette confiance renouvelée à mon égard et je m'excuse un peu du retard. D'accord, je rappelle que vous êtes indépendamment de votre volonté. Je rappelle que vous êtes lanceur d'alerte, vous êtes un militant des droits de l'homme, vous êtes universitaire, chercheur au centre linguistique d'Alger. Et ils sont nombreux, parfois, qui, pour approfondir leurs connaissances ou bien pour laisser glisser une petite intrigue qui ne manque pas de se demander ou alors de s'interroger sur la situation géographique exacte du centre linguistique d'Alger. C'est l'occasion
hein, de leur en informer. Hein, c'est l'occasion de leur apprendre quelque chose dans ce qui constitue comme étant l'un des éléments de la culture générale, de ceux qui écoutent, oui, bon, ou alors de ceux qui regardent. Effectivement, c'est parce que les gens ne sont pas évidemment cultivés, ils n'ont aucune connaissance des valeurs et les compétences de la science. S'ils étaient un peu cultivés aujourd'hui avec les nouvelles technologies de la communication, ils iraient chercher ça sur Internet. Le centre linguistique d'Alger est bel et bien logé en Algérie. Donc pour y avoir accès, pour mener des recherches, il faudrait que vous bénéficiez soit d'une bourse ou alors vous y allez avec vos propres moyens pour aller acquérir la connaissance. Donc pour ces, bon, les intrigues, je ne sais pas, oui c'est la question même, je ne sais pas, je vais répondre même à qui. Parce que je vous ai dit, moi je ne m'apitoie pas sur le sort des Camerounais parce que moi je suis au-dessus de la mêlée et je suis au-delà de ces petites intrigues à la camerounaise. Oui. Parce que j'ai démontré de quoi je suis capable et voilà pourquoi peut-être ce sont les frustrés, ceux qui manquent quoi dire, qui n'ont pas une certaine visibilité dans la société. Bon, de temps à autre, il faut les laisser qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Hein. Vraiment, moi, j'ai mieux à faire que de m'attarder sur des détails qui ne servent à rien, qui ne peuvent aider à construire quelque chose de pertinent. Parce que quand on parle d'un centre linguistique, les gens ont peut-être l'impression de croire que quand on y est là-bas, on reçoit de l'argent. Parce que vous voyez que tellement les gens sont très pauvres au Cameroun. Ils sont des souffletés, des indigents. Vous voyez avec les rentrées qui battent de l'aile là, plusieurs d'entre eux n'arrivent même pas à scolariser leurs enfants. Ils se disent que peut-être les autres sont à l'origine de ça. C'est vrai que peut-être nous pouvons presque tous tirer le diable par la queue, mais nous n'incarnons pas les mêmes valeurs et les mêmes compétences. Donc, ce n'est pas ma faute si eux, ils ne sont pas là à l'école. Ils doivent s'en prendre à leurs parents. Alors, cet après-midi, on analyse les spécificités d'un coup d'État, les convergences qui sont mises en évidence pour que ces coups de force parfois réussissent en Afrique. Quelle est la stratégie qui est mise sur pied par les militaires quand c'est fait par les militaires? Comment c'est organisé par le peuple quand c'est fait par le peuple? C'est davantage l'importance de notre évocation de ces sujets, particulièrement sur ce plateau cet après-midi. Mais nous serons également amenés à vous demander, à vous tous, si Ali Bongo au Gabon a été lâché soit par ses hommes ou par sa maladie parce que vous le savez tous, il connaissait des problèmes de santé ces derniers temps. Est-ce que ce sont ces problèmes de santé qui ont inspiré ces hommes, des militaires autour de lui, à prendre le pouvoir, à arracher le pouvoir, ou alors des institutions auraient peut-être milité dans le sens d'encourager, sinon de mettre sur pied un dispositif qui a abouti à ce putsch dans la nuit du 29 au 30 août 2023 qui évince finalement un homme quand même qui sort d'une élection avec un peu plus de 64,27% au cours d'une élection présidentielle et les militaires décident de lui prendre le pouvoir et d'annuler cette élection présidentielle. Avant d'y arriver avec vous, avant d'en parler avec vous, Sébastien Ebala, je voudrais vous demander si vous avez un fait d'actualité ou alors une information qui aura particulièrement marqué votre attention et que vous souhaitez partager avec l'ensemble de tous ceux qui vous regardent et vous écoutent à l'instant. Non, vous savez, je suis arrivé de plein fouet, le débat a été déjà lancé. Tout ce que je peux faire à titre de connaissance, c'est de vous féliciter. Vous savez que vous êtes aujourd'hui quelqu'un considéré dans le Conseil des Nations comme un responsable. Et je pense que ça fait 2 semaines, non, que vous vous êtes unis avec une charmante dame, que je vais taire le nom ici. Donc je voulais tout simplement vous féliciter par rapport à cela. Merci. Voyez-vous, ceux qui se cachent derrière des claviers, qui passent leur temps à fuir leur pays pour aller le vilipender, aller s'accrocher et devenir des nécessités des mendiants, des caqueteurs, sur la sueur ou le sang des autres qui se sont battus pour être ce qu'ils sont là. Ils passent de leur temps à dire des choses sur des gens qu'ils ne connaissent pas, sur des personnes. Ils font des jugements des valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la toile, et vu votre sagacité, vu l'amitié qui nous lie, je pense que ces aigris, ces fascistes, ces gauchistes, ces plaventistes, ces nigauds des bas étages ont pu au moins déceler en vous que vous n'êtes pas ce qu'ils prétendent souvent dire sur des gens. Et je pense que pour cela, vous méritez des félicitations. Merci beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui dans un pays des creveux-faim
un pays où l'argent se fait énormément, très rare, où des gens tirent le diable par la queue, ils ont faim, les gens souffrent énormément parce que le mariage est un projet. C'est un investissement énorme, c'est plus que même un voyage à l'étranger. Parce que vous avez 2 familles et des invités que vous devez gérer. C'est là, ce n'est pas donné au premier venu. C'est qui peut, vous avez compris, non? Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. C'est l'occasion, puisque vous le dites, Sébastien Ebala, de remercier tous ceux qui était à cet événement qui s'est bien passé sans aucun incident et un événement qui a permis d'embellir, sinon de fleurir les relations entre 2 familles qui ont décidé par la voix de leurs enfants de se mettre ensemble. Vous me donnez donc l'occasion de dire merci à tous ceux qui sont venus des villages de Bolova, de Tchangé, de Ando, de Akomdu, de Nyemeyon, de tous ceux qui sont venus de Mbalmayo, de tous ceux qui sont venus de Akonulinga, de tous ceux qui sont venus d'Indom, de tous ceux qui sont venus. Je me suis déjà habitué à mémoriser quelques-uns des villages. Non, moi je vous félicite par rapport à Akonulinga, qui est une grande communauté. C'est l'occasion de remercier des familles qui sont venues de Bitouk, je connais déjà, des familles qui sont venues de Zoulou, de nombreuses familles qui se sont rendues à Yaoundé pour cet heureux événement qui s'est bien passé, qui a connu la participation de pas mal de personnalités et autres personnages publics qui ont accordé de leur temps, qui ont pris de leur temps pour venir assister à cette invitation. Je voudrais marquer ma reconnaissance au nom de toutes les 2 familles pour ces personnes qui se sont déplacées pour assister à cet événement qui s'est bien passé. Donc j'étais donc en train de dire bravo, parce que le mariage c'est une vie. Oui. C'est ta vie. Ça voudrait dire que lorsque vous faites le meilleur choix, ces choix doivent s'accompagner aussi par le bonheur qui va s'associer et accompagner la durée sur terre de ces 2 familles et la procréation, et qu'on voit cela germer et grandir afin de comprendre qu'on a aussi grandi. Donc pour cela, je pense qu'il n'y a pas mieux que d'être reconnaissant envers vous pendant que vous êtes encore vivant. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que connaissant aussi l'état des mentalités de certaines familles aujourd'hui dans nos peuples, où parfois on peut vous donner la femme, c'est-à-dire on vous donne la femme, on retient l'esprit là-bas, mais on vous donne la carapace, c'est-à-dire on l'envoie en aventure chez vous. On sait que tôt ou tard, ça ne mettra pas long. Donc, moi, j'implore le Seigneur et je suscite tous ceux, que ce soit les 2 familles, c'est-à-dire au niveau des 2 familles, mais la famille biologique de la femme, que cela soit quelque chose qui soit venu du fond de leur cœur. Parce que nous connaissons qu'aujourd'hui, la sorcellerie rame à contre-courant un peu partout. Parce qu'il faut être vrai, il faut dire des choses aussi froidement. Merci beaucoup. Il faut dire des choses froidement. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître la bonne moralité de monsieur et madame Ekomo, qui sont des... Non, c'est pas toujours parfois les parents biologiques de la fille. Oui. C'est-à-dire, vous savez, la famille, elle est une famille nucléaire. Oui. Ça veut dire que, hormis ton père et ta mère, il y a des parents éloignés. Bon. Alors, je me prononce pour les soustraire de cette analyse, la vôtre, qui est vraie. Donc, pour montrer un visage autre que ce que vous présentez et reconnaître que ce sont des personnes différentes et je voudrais leur dire merci parce que je à monsieur et madame Ekomo. Je parle sur le plan de la globalité. Oui. Je vais faire une spécificité à quelques secondes sur vous. Pourquoi? Parce que moi je connais dans l'anthropologie et la sociologie africaine, il faut le dire, c'est pas tout le monde dans des événements qui sont souvent d'une certaine festivité, qui sont de même avis et de même accord avec l'ensemble de ceux qui sont présents. Donc il y en a certains qui viennent là pour faire foirer l'événement, pour détruire. Donc moi je pense que tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que c'est le bonheur absolu. Merci beaucoup. Et je pense que les internautes aussi, les abonnés de la page et le dénonciateur ont pu voir que vous êtes aussi un bon danseur. Et ça aussi, je dois vous féliciter. Donc maintenant, je vais répondre à votre question en ce qui concerne le Gabon. Vous m'aviez posé la question de savoir si Ali Bongo a été lâché par ses hommes. Oui. Non, vous savez... par la maladie ou par des institutions? Depuis l'histoire, depuis 1967,
après l'arrivée au pouvoir de son père, Omar Bongo Ondimba, parce qu'il faut le rappeler, il avait plus le pouvoir après le décès de son oncle, comment il s'appelait là, Léomba. Oui. Bongo a prêté serment à l'ambassade de France. Donc en France, parce que quand vous prêtez serment, c'est dans une ambassade, c'est pas sur votre territoire, c'est sur le territoire étranger. Donc il n'y a jamais eu d'élection gagnée par la famille Bongo. C'est une famille qui s'est implantée pendant 57 ans aux affaires dans la corruption, le népotisme, le favoritisme, la concussion, les sectes mystico-religieuses, c'est-à-dire la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et je pense que quand on voit ce qui est arrivé à Ali Bongo Ondimba, ce n'est que le résultat de cette mafia qui a été construite depuis 1967 par son papa. Et dit qu'il a été lâché, non. Ali Bongo, lorsque son papa meurt dans les airs en 2009, parce qu'il avait, il faut le rappeler toujours pour la gouverne de certains téléspectateurs, auditeurs cupides, que Omar Bongo avait été refoulé par Nicolas Sarkozy parce qu'agonisant, il voulait aller faire, c'est-à-dire que subir des soins au niveau de la France. Et vous savez qu'il y avait un scandale qui avait éclaté entre 2008 et 2009, l'affaire des biens mal acquis, où on avait présenté le père Omar Bongo Ondimba comme détenteur de plusieurs centaines de comptes bancaires, 109 comptes bancaires qui avoisinaient des centaines de milliards de francs CFA, avec près de 120 appartements, y compris une soixantaine de voitures de luxe. C'est le mouvement Sherpa, l'ONG Sherpa, Transparency International, Terre Suivi, qui avait mené les enquêtes. Et dans la conclusion de ces enquêtes, il avait été démontré que tous ces biens avaient été complètement acquis à travers les pots de vin de la corruption du pétrole du Gabon. Alors Sarkozy ayant refoulé Bongo, il a donc pris le chemin inverse pour se rendre en Espagne dans une clinique barcelonaise. Avant d'y arriver, il a rendu l'âme. Et il faut le rappeler que Bongo, dans sa posture malicieuse, il tenait des discours démagogiques où il faisait croire aux gens que le Gabon n'est pas une monarchie et qu'il ne pourra jamais accepter qu'il se fasse succéder à la tête de l'État par son fils Ali Bongo. Et c'est donc comme ça qu'il avait bombardé Ali Bongo comme ministre de la Défense. Parce qu'il était déjà conseiller de son père au palais de l'unité, au palais présidentiel. Il a fait de lui ministre de la Défense pour qu'il soit en contact avec l'armée. Vous avez conseillé cela, monsieur Paul Biya. Monsieur Biya. Oui, monsieur. S'il veut mettre son fils là. Oui, vous lui avez demandé de nommer. C'est une option. Bon, c'est pas ça le débat. Permettez-moi d'aller dans mon analyse jusqu'au bout. Donc, alors, Ali Bongo étant donc ministre de la Défense, ils ont fait un blackout sur l'information à donner aux Gabonais sur le décès d'Omar Bongo. Parce qu'à l'époque, c'était le premier ministre, c'était Jean Eyegendong. Il avait même été menacé. Le président de l'Assemblée nationale avait été menacé, Guy Zoubandama. Et ce qui fait que l'information était restée dans un cadre purement familial. Au moment où ils ont décidé, avec les réseaux france-africains et les réseaux francs-maçons, d'annoncer le décès d'Omar Bongo Ondimba. Étant donc rentré au Gabon, les obsèques s'étant déroulées, Ali Bongo a été investi au PDG, le Parti démocratique gabonais, qui est le parti fondé par son papa. Et c'est comme ça que, par acclamation, il a volé l'élection d'André Mba-Obama en 2009. Parce qu'il faut toujours le rappeler. Il n'avait jamais été élu, parce que vous vous souvenez de cette fameuse vidéo, qui est l'avion qui transportait le grand maître de la loge maçonnique française, qui venait introniser Ali Bongo comme grand maître de la loge maçonnique équatoriale, associé à Ali Boka à la sorcellerie. Il avait dit dans cet avion, l'interview accordée à France 2, parce qu'il y avait un journaliste de France 2 qui faisait partie du voyage, que c'est eux les francs-maçons qui ont décidé de renverser la tendance des élections parce qu'ils avaient vu André Mba-Obama, qui était un pro-américain, et qu'avec André Mba-Obama, une fois au pouvoir, les intérêts de la France devraient connaître des difficultés, y compris même celles de la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi eux, les francs-maçons, ils ont décidé que Ali Bongo doit rester aux affaires. 2016 est arrivé. Il y a eu bis repetita. Il a volé l'élection du président Jean-Pierre. Toutes les organisations internationales qui étaient présentes au Gabon avaient présenté Ali Bongo comme un fraudeur des élections. Vous avez compris? Comme un fraudeur des élections. Et ce qui fait que en 2023, ça ne pouvait plus se reproduire. Pourquoi? Parce que là, il faut féliciter la bravoure de l'actuel opposant, le professeur André Ondo Ossa. Alors, puisque vous êtes parti des relations entre le Gabon et la France pour projeter votre analyse, effectivement, jusqu'ici, le Gabon était considéré comme le berceau de la France-Afrique, notamment avec les relations que l'on a souvent connues entre
Libreville et Paris, mais reconnaissons que cet événement est quand même une mise à l'épreuve pour la diplomatie française au Gabon, dans la mesure où elle est carrément spectatrice de ce qui se passe, la France qui regarde faire. Reconnaissons qu'avec la mondialisation, les choses se sont étiolées entre la France et le Gabon, parce que d'autres acteurs sont entrés en scène sur le plan des partenariats, sur le plan de la coopération. Aujourd'hui, pourquoi la France, on a l'impression qu'elle observe, elle regarde faire les gens qui arrachent le pouvoir, qui prennent le pouvoir à Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui peut avoir créé les inimitiés? Déjà, ça ne va même pas m'intéresser de beaucoup m'attarder sur les relations France-Afrique ou France-africaines. La famille Bongo, c'est une famille qui était au service de la France. Parce qu'il y a une précision qu'il faut qu'on fasse. Cette précision, c'est quoi? C'est que l'Afrique francophone et nous, les nouvelles générations, notre opposition, ce n'est pas contre le français qui a faim, qui est un indigent, qui a les difficultés pour se loger. Nous combattons la France-Afrique, c'est-à-dire l'Élysée, Matignon et le Quai d'Orsay. C'est-à-dire que le politique administrateur ou administratif français, ceux qui veulent nous imposer le dictat d'un type de dirigeant qui ne peuvent pas sauvegarder ou protéger nos intérêts. Maintenant, vous posez la question d'où est partie la pomme de discorde. Il faut le dire, Ali Bongo était déjà d'abord quelqu'un de très invalide, il ne signait plus rien parce que il était complètement paralysé. Sa signature a été... Pourtant, il ne manquait pas de rassurer à chaque sortie. C'était de la fourberie, de l'imposture. C'est-à-dire que la signature d'Ali Bongo avait été scannée, elle était grossièrement utilisée par Sylvia Bongo et son fils Nouridine Bongo. Et Nouridine Bongo, tout à l'heure, c'est Ramani qui le disait, c'est un étranger, ce n'est même pas un fils biologique d'Ali Bongo, c'est un enfant qui a été adopté au Maroc. Donc, ce n'est pas un enfant procréé par Ali Bongo Ondimba. Alors, le général patriote, Ngema Oligui Nguema, c'est quoi, c'est Oligui, non, il s'appelle Oligui Nguema. Brice Oligui Nguema avait déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention aux uns aux autres, les membres du Sérail, qui essayaient de revoir, vraiment revenir à l'orthodoxie normale. Mais les gens se sont entêtés parce que quoi, pour eux, ils estimaient que le Gabon était devenu pour eux leur affaire. Et il n'y avait pas mieux que lui. Voilà pourquoi, si vous avez suivi l'une de ses vidéos hier, il a été clair. Il a dit, comme selon Machiavel, que quand à l'époque il lisait encore Machiavel, que Machiavel disait ceci: quand on veut déconstruire un système, il faut être dans le système. Et lorsque vous êtes dans le système, il faut atteindre les sommets. Et étant dans les sommets, vous pouvez donc actionner votre action. Il a dit qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Gabon, il a indexé l'opposition, que c'est vous laissez faire. Les gens qui tripatouillent la Constitution, organisent des fausses élections, vous partez en rang dispersé. Il a accusé le patronat, y compris le partenaire, c'est-à-dire que le partenaire traditionnel du Gabon qui est la France. Et pour montrer sa bravoure et sa grandeur et son patriotisme, vous avez vu qu'il connaît les qui ont l'argent au Gabon. Vous avez vu 4 milliards avec des centaines de millions de poussières. Et quand on a posé la question à ces fameux conseillers, cet argent devait servir. Après, il vous a dit quoi? Que c'était l'argent pour la campagne. Stratégiquement, c'était un coup d'État contre qui? Non, écoutez. Contre Bongo ou alors contre l'opposition? Écoutez, si vous avez suivi Oligui Nguema, il est clair. Le Gabon était dans l'urgence. Le temps pressait. Pourquoi? Je vais donc vous le démontrer ça de manière simple. Le professeur Ondoussa a gagné les élections. Maintenant, Ali Bongo voulait encore surfer dans la même posture comme 2009 et 2016. Et cette fois-ci, les Gabonais étaient prêts à donner de leur vie. Parce qu'on n'en voulait plus. Quand vous dites ça, l'armée qui a vu l'entourloupe, l'armée qui a stoppé ces pièges dans lesquels s'apprêtaient à tomber les Gabonais, si cette armée a pris le pouvoir, il remet le pouvoir à celui qui se présente comme étant le gagnant de cette élection. Je loue votre intelligence, mais je vais vous dire que non. Oui. Que je finisse mon analyse. L'armée du Gabon a refusé cette fois-ci de porter les litres de sang des Gabonais entre leurs mains, comme ça a été le cas en 2009 et en 2016. Eux-mêmes, ils ont dit que c'est trop, c'est trop.
Voilà pourquoi il fallait arbitrer la situation. Pourquoi? Parce que l'heure où on a lu les fameux faux résultats fabriqués, où on fait d'Ali Bongo avec 64, je ne sais pas combien, tout ça, c'est parce que, de manière souterraine, il y avait des négociations qui avaient été enclenchées où le poste de Premier ministre a été proposé au professeur le professeur Ondo Ossa. Avec beaucoup d'argent, il a refusé. Parce que ça, c'est aussi une qualité qu'il faut saluer. Il a refusé, il a dit on doit donner les résultats sortis des urnes. Alors, les militaires, donc, comme vous avez parlé de l'entreloupe, ont vu ça. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait donc agir comme ils ont agi. Quel que soit le néologisme ou le qualificatif qu'on va utiliser dans la révolution des palais, c'est qu'ils sont venus mettre fin aux souffrances des Gabonais. Maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi ne pas remettre le pouvoir aux vainqueurs. Je pense que oui, ça devait être le carnaval normal. Mais ils ont dissous les institutions, dissous l'Assemblée nationale, annulé le scrutin. Maintenant, le plus important, c'est de remettre sur orbite et sur pied une nouvelle république. Le professeur Ondo Ossa, le président Jean Ping, la seule chose qui est claire dans l'analyse logique et froide, c'est que parmi les deux, c'est l'un qui finira par diriger le Gabon. Vous avez compris, non? Voilà pourquoi pour moi, je ne vais pas être trop un va-t-en-guerre pour dire que oui, il faut remettre le pouvoir à Ondo Ossa. Pourquoi? Parce que là encore, il sera encore très difficile de prouver qu'il a gagné les élections. Parce qu'eux aussi peuvent décider de faire un genre. Vous avez compris? Ce qui fait que le plus important, c'est qu'il fallait que la famille Bongo parte. On n'en voulait plus. Parce que c'était trop. C'était trop. 57 ans, une même famille qui pille le Gabon, qui détruit le Gabon, qui fait comme si le Gabon est devenu les chasses gardées. Et il travaille pour le compte de la France. Il n'y avait pas mieux, vous avez compris, que ces militaires. Voilà pourquoi le président Oligui Nguema a été clair. Il n'a pas le patronyme de quelqu'un ou d'une personne ou d'une famille. Il s'appelle Oligui Nguema, donc il est fier de ce qu'il est. Vous avez compris, non? Que donc tous les oiseaux de mauvais augure qui passent de leur temps à dire que s'il est de la famille Bongo, c'est tout Bongo qui sera au pouvoir. Il a été clair hier. Il a son propre patronyme à lui. Il n'a pas le patronyme de quelqu'un. Merci beaucoup, Sébastien Bala. Alors, Yaramani, qu'est-ce que ça change exactement pour la France qui est largement évoquée dans ce coup d'État, dans ce coup de force? Peut-être en revenant sur quelques similitudes quand même avec ce qui vient de se passer au Niger, où on a vécu une liesse populaire, des gens qui sortent pour dire merci à l'armée, qui applaudissent. Et heureusement, tout cela se passe en effusion de sang parce que tout se passe dans le calme. On a vu quelques images où les Gabonais rentrent dans les bars, prennent des casiers de bière, offrent cela aux militaires dans la rue, applaudissent, embrassent l'armée. Qu'est-ce que tout cela change pour la France? Pour la France, oui, comme vous le signalez, la France, dans les années 30 et 40, a voulu appliquer ce qu'on appelle la géopolitique et la géostratégie française moderne, à savoir celle qui vient juste après la Révolution française. Et parmi les thèmes cardinaux de la géopolitique française, il y avait justement de s'appuyer sur l'Afrique, parce que l'Afrique a ses ressources pour son épanouissement dans le monde entier. Et l'Afrique faisait partie de ce qu'on a appelé en France, dans leur géopolitique, ils appellent ça zone d'influence. Et j'ai eu à rappeler que dans mes articles de géopolitique, je ne mets jamais une zone d'influence parce que ça cache la réalité. Si un enfant est dans l'esclavage, il ne faut pas masquer en disant que l'enfant est en train de dormir. Non, l'enfant est bel et bien enfermé par ses parents. Donc, nous préférons le terme zone de ravitaillement. Et moi, je préfère aussi souvent le terme de zone de pillage. C'est vrai que ça retrouve aussi René Dumont, parce qu'on avait un enseignant, M. Eustache Atangane, à l'université Yaoundé 2 Soua, qui nous donnait les cours de géopolitique, où justement il nous avait aidé dans cette mutation terminologique. Parce qu'il avait donné son cours, il a dit zone d'influence, et il a mis entre parenthèses zone de ravitaillement. Je crois savoir qu'il nous donnait, je le salue en passant, qu'il nous donnait cela pour l'utiliser. Donc, l'Afrique noire en particulier sont les zones de pillage pour la puissance française. Et d'ailleurs, à la sortie même de la Deuxième Guerre mondiale, la même géopolitique a été reconduite et appliquée par le général de Gaulle, à savoir sur un point qui nous concerne, s'appuyer sur la France comme zone de pillage,
s'appuyait sur l'Afrique noire, en particulier comme zone de pillage. Et la France avait une démagogie dans cette géopolitique nouvelle appliquée par De Gaulle, à savoir être l'avocat de l'Afrique à l'ONU. À vous de voir si un jour la France a été notre avocat. Si oui, dans quel domaine? Donc il y avait cela qui avait trompé certains intellectuels et même certains hommes politiques. Donc la France est dans ce qu'on appelle un rétrécissement de puissance. Car il y a une menace que j'aime rappeler dans une terminologie que j'aime bien utiliser, à savoir le remplacement colonial. Moi, je l'utilise parce que je ne suis pas là seulement pour réciter tout ce qu'on a dit en France. Remplacement colonial, pour qu'il n'y ait pas un remplacement colonial dans sa zone de pillage. Le remplacement colonial, c'est lorsque une autre puissance coloniale vient remplacer l'autre. Un peu comme en 1916 au Cameroun, il y a eu remplacement colonial. Oui. La puissance coloniale allemande, c'était des colons, a été remplacée par la double puissance condominion anglo-français. Donc, c'est la France qui est d'abord la grande perdante au niveau géopolitique. Parce que la géopolitique, c'est les relations internationales. C'est une peu une question de relations internes. Oui. Et maintenant, l'attitude de la France doit être une attitude tout à fait équivoque. Dans la mesure où, elle fera encore comment? Dans la mesure où, au Niger, la France est pour une intervention, qu'on a tué les gens du Niger. La question précise à ce niveau pourrait aussi être, la France était-elle vraiment encore présente au Gabon? Non, moi je crois qu'il faudrait qu'on cesse d'imbéciliser les gens tout le temps. Mais tout à l'heure on parlait de coup d'État à l'entame de cette émission, ou de l'insurrection à Madagascar. Il y a eu une insurrection à Madagascar en 2009. Quand André Rajoelina a fait son coup d'État, il entre au palais. Quand Assimi Goïta fait son coup d'État, mais quand un affamé fait son coup d'État, et il est affamé entre guillemets, parce que affamé comme un manque peut-être de démocratie ou encore d'économie. Pourquoi est-ce que nous ne nous assumons pas? Donc personne de nous ne peut faire un coup d'État, donc personne de nous ne peut voir une situation dangereuse, comme Assimi Goïta, comme le jeune du Burkina Faso. Donc à chaque fois, il faut toujours dire qu'ils sont manipulés. Non, c'est cette affaire. Et puis, il y a un problème. Mais c'était trop facile hier à manipuler. Oui, mais c'était trop facile, chacun a sa chance. D'ailleurs, je rappelle, moi j'ai étudié les traités de guerre du général de Gaulle. J'ai lu les mémoires de De Gaulle, je les ai sur mon chevet. De Gaulle a rappelé que dans la stratégie que vous voyez là, en dehors de toutes les dispositions que vous pouvez prendre, il y a aussi la chance. Alors, si quelqu'un a sa chance et que ça ne soit facile d'accéder au pouvoir rapidement. Oui, d'accord. Ceux qui disent que ça arrivé rapidement racontent n'importe quoi. Ça peut prendre combien de temps, notamment ce qui s'est passé au Gabon, ça peut avoir pris combien de temps à Oligui Nguema de bâtir sa stratégie au point de réussir? Vous savez, De Gaulle disait que dans la stratégie, il y a la chance. Donc quand tu vas en guerre, là, il y a aussi la chance à l'intérieur. Ça, c'est les traités de De Gaulle. Alors, d'abord, ça me rappelle une histoire stupide ici. Excusez un peu le terme stupide. Allez-y. Où on avait reproché à un sénateur d'avoir écrit au Sénat en ces mots pour demander qu'on lui paye ses indemnités. C'est passé dans tous les réseaux sociaux. Je crois que c'était le sénateur Kodo. Lui, il a utilisé son langage de supplication. Mais j'ai suivi dans des médias. Il y a certains groupes de citoyens maintenant qui sont les juges de tout le monde. Eux-mêmes, ils ne sont rien, mais ils jugent les autres. Ils ne disent jamais d'où ils viennent, quel est leur parcours. Alors, il disait que non, il ne fallait pas que M. Kodo écrive en ces termes, que M. Kodo supplie le président du Sénat. Mais qui est dans les problèmes? C'est M. Kodo. Si je suis dans les problèmes, c'est à moi d'utiliser mon langage sentimental. C'est pas ça. Alors, et puis j'ai rappelé deuxièmement, dans un média, qu'il n'y a pas une forme standard de lettre. C'était pas une lettre administrative, une lettre d'amour. Il y a d'autres qui commencent par une fleur. Il y a d'autres qui commencent par je t'aime, ainsi de suite. C'est ce qu'on retrouve encore au Gabon. On nous dit non, ce coup d'État est allé trop vite. Il fallait que ça mette 48 heures, que ça mette 24 heures, ça mette 72 heures. Où est le standard? On ne sait pas, c'est fondé sur quoi? Nous ne sommes pas quand même stupides. Maintenant, un coup d'État peut commencer le matin et s'achever dans l'après-midi. Comme ça s'est passé au Gabon, comme un coup d'État peut se muter en plusieurs jours comme au Niger. Tout à fait. Voilà. Alors, donc il ne faut pas qu'on marche au rythme des gens qui racontent des choses même qu'ils ne maîtrisent pas. D'accord. Mais ça, c'est le dogmatisme stupide. Maintenant qu'on se dirige vers une transition militaire, il faut avouer, et déjà Sébastien Ebala le relevait, la plateforme de l'opposition qui est chapeautée par Ondo Ossa a revendiqué un retour
à l'ordre constitutionnel, à l'ordre civil. Oui. Est-ce que le Gabon, dans l'après-Bongo, on n'est pas en train de se diriger là aussi vers un bras de fer entre l'armée et l'opposition, parce que Ondo, ça revendique la victoire du 26 août 2023. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu officiellement une proclamation des résultats donnant le professeur Ondo, parce que nous sommes dans une démocratie institutionnelle. Dans la démocratie populaire, ce que le peuple pense, et autres on dit que c'est vrai. Hein? Nous étions en Grèce à l'époque. Maintenant, nous sommes dans une démocratie institutionnelle. Ça veut dire qu'il y a des institutions qui sont chargées de proclamer. Oui. Et d'ailleurs, même au Cameroun, il n'y a que le Conseil constitutionnel seul qui proclame le résultat de l'élection présidentielle faisant foi. Donc, vous pouvez publier tout dans les réseaux sociaux et autres. Il n'y a que le Conseil, Clément Tanganala, c'est qu'il va lire, qui fait foi. Maintenant, dans ce même Gabon, vous parlez de la suite. D'abord, on a débuté ici en disant que entre un militaire et un civil, il n'y en a pas un qui soit formé du sein de sa mère pour diriger les hommes. Je vous rappelle que De Gaulle est considéré en France comme l'un des grands hommes d'État qu'on n'ait jamais vu dans les temps modernes. Comme on disait la même chose de Napoléon, qui était un putschiste en 1789 en France. Et puis on a dit qu'on ne juge pas quelqu'un au temps présent par rapport à l'histoire. Donc, pour le cas du Gabon, je crois qu'il faut qu'on laisse un peu de temps à ce gouvernement provisoire. Comme en France, on a laissé à De Gaulle de gouverner la France sous décret. Il signait seulement les décrets pendant 2 ans. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il a commencé. D'autre part, concernant l'opposant Ondo, d'abord, il y a un élément qu'il faut d'abord réfuter. Concernant la famille du chef de la junte, comme De Gaulle était le chef de la junte en France en 1944, et concernant aussi l'opposition. D'abord, le terme opposition ne se dit pas dans la science rigoureuse. Oui. Il y a des oppositions dans le champ. Il y a l'opposition de droite, qui sont des conservateurs. Oui. Ça n'a rien à voir avec les réformateurs qui sont de gauche. Le langage vulgaire ne saurait nous être imposé. Et je suis en disant que il n'était pas le candidat de l'opposition. Parce que quand on dit candidat de l'opposition, on appelle ça en logique juridique un quantificateur universel. Il y avait d'autres candidats. Il était le candidat d'une coalition. Oui. La tendance 2023. Comme récemment en France, il y avait plusieurs coalitions. Donc au sein d'une plateforme, il faut que nos auditeurs comprennent cela. Oui. Que lorsque les gens vous disent qu'il y avait un candidat de l'opposition au Gabon, c'est faux. Il y avait plusieurs candidats. Comme aux États-Unis, il y avait peut-être 9 candidats. Oui. Et vous voyez seulement 2 à la télévision. Oui. Donc il faut relater les faits. Donc il y avait plusieurs candidats et on donne que le candidat d'une coalition. Comme en 2018, il y avait des gens ainsi qui étaient les candidats de ces coalitions. Donc l'affaire des candidats uniques n'existait pas. On ne peut pas informer les gens avec le mensonge et l'ignorance. Alors je suis en disant aussi que monsieur le général qui est au pouvoir actuellement là n'est pas de la famille Bongo. Et il a raison de le dire. Puisque son père et sa mère étaient de 2 familles différentes. De 2 familles différentes. Il est de la famille, il est rapproché plutôt à Madame Dabani, qui est la mère, c'est Sébastien Ebala qui s'est souvent développé ce genre de cas. Donc, il est familier à Madame Dabani. Voilà. Donc, le fait de le mettre dans les bongos relève encore d'une manipulation d'esprit. Par ceux qui ne veulent pas qu'ils mettent fin à la dynastie. Il n'est pas de leur famille. Alors, chacun de nous a une famille maternelle et une famille paternelle. Merci beaucoup. Voilà. Puisqu'on s'apprête à partir, Sébastien Ebala, les militaires en Afrique partent des casernes pour les palais. Est-ce que ça peut apporter quelque chose à la démocratie africaine? Est-ce que ça peut changer quelque chose dans le paradigme qui est celui des États africains qui pactisent et qui rentrent dans des partenariats avec l'Europe, avec l'Occident, avec d'autres continents? Est-ce que ça peut pouvoir distinguer l'Afrique de manière à la rendre autonome? Vous savez, vous mettez même d'abord dans votre contenu quoi comme démocratie? La démocratie, c'est le bien-être des citoyens, c'est tout. Le reste que vous voyez là, devant les urnes, les isoloirs, là, ce n'est que la forme. Ce qu'on attend d'un démocrate, c'est d'abord le respect d'un état de droit. Ça voudrait dire que lorsque vous allez en justice avec quelqu'un, que la justice rende un verdict qui va permettre à chacun de sortir de la salle d'audience d'être satisfait sans toutefois tenir compte de la grosseur de l'enveloppe, peut-être de celui qui est soupçonné être peut-être l'assassin ou le voleur.
C'est ça la démocratie, le bien-être du citoyen et le citoyen qui est, c'est-à-dire que l'équitabilité devant la loi. Maintenant, vous posez la problématique de savoir si les militaires peuvent apporter la démocratie. Je pense qu'on a eu un débat ici, là. Et aussi changer de paradigme. Et on a eu un débat ici, là, avec la situation au Niger. Je vous ai listé que c'est dans les amphis et dans les livres qu'on veut faire croire aux gens que les militaires sont les gens qui sont seulement là pour le sous-développement quand ils prennent le pouvoir, la régression du pays. Non, c'est faux. Alors que De Gaulle... Je vous ai listé des pays en Afrique. Je vous ai pris le cas d'un pays comme l'Ouganda. L'Ouganda est dirigé depuis près de 30 ans par un militaire. Je ne pense pas que les faux pays qui disaient être des pays démocrates, là, en termes de développement, valent le Rwanda. L'Ouganda, je vous ai pris le cas de Rwanda avec le président Paul Kagame. Il n'a jamais été à Sciences Po, il n'a jamais été dans une faculté de droit. C'est quelqu'un qui est sorti des académies militaires. On vous a compris. Donc c'est un militaire Sakodo. Il y a le cas de l'Égypte, l'Algérie, beaucoup de pays, l'Angola, le président Eduardo dos Santos a été un militaire. Donc on a vu est-ce que le Gabon, avec ce coup d'État, ne va-t-il pas se retrouver dans la situation de la Libye non, écoutez, c'est faux. Avec, ça, c'est un discours. Avec des pleurs, un discours où les gens vont regretter la dynastie Bongo. C'était un discours alarmiste, vous avez compris. Il faut qu'on arrête ça. On arrête ça. Pourquoi ça va se retrouver comme la Libye? Ça dit que les deux problèmes sont diamétralement opposés. En Libye, c'est une mafia qui a été construite et conspirée. Tout le monde sait ce qui s'est passé. On a manipulé des gens, c'est vrai. Peut-être il y avait un dictateur qui a passé longtemps au pouvoir là-bas, mais la France, qui avait ses rancunes via Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu un certain nombre de révélations qui avaient été faites, le financement de sa campagne, a décidé de manipuler les Nations Unies et l'OTAN pour venir larguer les armes que vous voyez, ce qui est Sarkozy. On a compris. Oligui Nguema va réussir. Écoutez, Oligui Nguema ne doit pas marcher selon votre gré ou le gré de la France. Il a pris le Gabon pour sortir le Gabon de la dynastie, de la mafia de la France-Afrique, la famille Bongo qui pille le Gabon depuis 1967. Et comme lui-même il a dit, il veut aller vite, mais il ne faut pas aller vite pour qu'on retombe encore dans les mêmes travers. Il faut aller vite, mais éviter de retomber dans le chaos. Parce que, comme il a si bien dit, la précipitation, parce qu'on veut plaire aux gens, on ne sait pas où ça peut nous amener. Merci beaucoup. Il a dit, il va consulter toutes les parties prenantes. Vous avez compris? Et il y aura un calendrier, un carnaval qui sera tracé où chacun doit s'aligner afin qu'on réforme les institutions gabonaises pour redonner une république exemplaire qui permettra dorénavant qu'on ne voit plus ce qu'on a vu là. Et pour terminer, il faut le rappeler que c'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut lire. Il faut aller acheter l'ouvrage Mensonges et pillages au Gabon, paru en 2016, avant la présidentielle de 2016, qui a été écrit par un roi de la France-Afrique, un mafiosé, paix à son âme, Pierre Péan. Tout ce que nous vivons là au Gabon, là, il a parlé de ça là. Parce que les gens ont tendance à dire qu'on crée des histoires. Ali Bongo n'est jamais le fils biologique d'Omar Bongo. Merci beaucoup. Ali Bongo a été adopté lors de la guerre du Biafra. Parce que sa mère Patience Dabani avait les problèmes de maternité. Merci beaucoup. Cette précision en vaut la peine. Merci beaucoup Sébastien. On a terminé. J'achève rapidement, si vous permettez quelques minutes. Dans tous les cas, Célestin Bongo, alias Célio, il s'appelait comme ça. Oui. Et quand il jouait la musique dans les boîtes de nuit, encore quand un musicien, c'est un grand homme. On l'appelait Célio. Oui. À Paris, tout le monde, on sait qu'il s'appelait comme ça, Célio. C'est parti. Dans tous les cas, ceux qui disent que, les Gabonais ne vont-ils pas regretter la famille Bongo? Il fallait changer la brique. Dans tous les cas, on a changé, il y aura un changement. Et pour finir, il fallait changer. Ceux qui disent qu'on ne va pas regretter le fait que... Donc, il fallait qu'on laisse alors la dynastie éternellement. Parce que les gens sont vraiment à la contradiction dans les opinions, on ne comprend pas. Vous demandez une chose et son contraire. La dynastie est là, vous vous plaignez. Maintenant, la dynastie part, vous vous plaignez encore. Non. Ne devenons pas tous des magiciens. Attendons. Maintenant, je finis en disant que pour la légitimité, concernant Ondo, vous m'avez posé la question sur Ondo. Je dirais que sa légitimité peut être querellée pour une seule raison. Dans la mesure où il y avait plus de 800 000 inscrits sur les listes électorales. Mais avec l'abstention, il y a eu seulement 300 000 seulement votants. Donc il a été élu par juste 300 000. Donc on peut discuter de sa légitimité. Donc si j'avais un conseil à leur donner, c'est de se calmer, d'attendre que ce général organise les élections. S'ils sont vraiment populaires et que c'est leur destin, ils gagneront dans l'élection et nous allons juger. D'accord. Oui, permettez, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est un fasciste présenter comme GP, lui demandant de faire le travail. Il va dire aux Camerounais, ces gens qui vivent l'oisiveté en Occident, que le Cameroun est différent. Pourquoi? Parce que s'il y a eu ces coups d'éclat au Gabon,
l'une des choses qu'il faut saluer, c'est que l'opposition s'est fédérée. Il y a eu un opposant... Vous appelez ça coup d'éclat ou coup d'État? Coup d'éclat, je parle de coup d'éclat. Bon, quand même coup d'éclat. Il y a eu une partie de l'opposition qui s'est fédérée. Qui s'est fédérée. Contrairement ici, où il n'y a pas d'opposition, c'est des orphelinats, des menteurs comme celui qui nous a embarqué dans la filouterie en 2018 parce qu'il avait dealé, qui s'est fait gifler par Michel Ndouki en prison, qui nous ont embarqué. J'ai failli perdre de ma vie à la sécurité militaire. Que ceux-là ne pensent pas qu'ils vont rester là, ils passent leur temps à distiller la haine, la division. C'est eux qui bénéficient du faux depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir. Et ils croient que Beko Abondo viendra faire arrêter. Ça ne peut pas. D'abord au Cameroun, il y a deux choses que les gens doivent comprendre. L'armée a géré le Cameroun à partir de 1984 quand il y a eu la tentative de coup d'État. Après le renouvellement, après la révision des accords lors des cinquantenaires des États d'Afrique centrale que Paul Biya a repris la main en 2010. Avant ça, il avait déjà créé une armée dans l'armée. Ce n'est pas comme peut-être dans d'autres pays là où il n'y a qu'un seul chef d'état-major. Vous avez si bien fait de poser la question. Pour fédérer même tous ces hauts gradés, au Cameroun c'est impossible. D'abord, au Cameroun, il y a un chef d'état-major des armées. Il y a un chef d'état-major particulier de Paul Biya. Il y a un comme GP. Ça voudrait dire quoi? Au Cameroun, il y a 3 armées. Il y a l'armée normale, c'est-à-dire l'armée irrégulière. Maintenant, il y a les forces là, les forces en question là, que vous voyez, la GP, le BI et la DSP, ce sont les armées dans les armées. Donc, pour fédérer tout cela, vraiment, ce n'est pas possible. Donc, ces fétiches fascistes, ces haineux, qui sont avec un bandit qui est là-bas, la présidente, qui a volé l'argent dans le Covid, et la task force qui les prend comme ses affidés, qui les fait comprendre qu'il aide à prendre le pouvoir, après il va les faire le retour à l'ascenseur. Je vais vous dire que c'est faux. Allez toujours donner l'argent au CED et à la police là pour faire convoquer les gens que vous voulez. Il n'y aura pas ça. Merci beaucoup. Mais on ne peut même pas faire ça parce que c'est quelqu'un qui est d'abord un gars loyal. Il est détaché du matériel. C'est un homme qui a une éthique morale, salutaire. C'est un patriote. Vous avez compris, non? Si c'est de cette façon que les gens pensent qu'ils vont arriver au pouvoir, je l'ai ri. Je vous ai dit que Paul Biya, c'est jusqu'à l'an 2032 et retenez-le. Si Paul Biya veut mettre Franck Biya là, il va le mettre. Et les Camerounais ne feront rien. Parce que les Camerounais, c'est des plavantistes, des affamés, des nigauds, des souffreteux, des gens qui n'ont aucune valeur, sans substance. Donc, continuez à vous estriper sur les réseaux sociaux. Écrivez ce que vous écrivez là. Si c'est comme ça qu'on vous a dit là-bas, que vous allez arriver au pouvoir au Cameroun, vous mentez. Parce qu'au Gabon, c'est l'opposition qui a tout déclenché. Mais par contre, ici, il n'y a pas d'opposition. Vous avez compris, il n'y a pas d'opposition. C'est une opposition du ventre. Une opposition qui n'est que là pour ses propres intérêts. Donc, vraiment, qui se détrompe. Paul Biya va rester là jusqu'à l'an 2032. Que les gens restent là, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas prendre leur destin en main. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. C'est maintenant Beko Abondo que vous regardez. Ce n'est plus les gens du pays organisateurs ou alors les propriétaires du Cameroun. N'importe quoi. D'accord. On vous dit merci d'être venu pour faire cette émission avec nous et finalement, on va le dire avec vous, Sébastien, voilà, pour le confirmer que Beko Abondo Jean-Charles est un fidèle du président de la République, qui n'a pas ses intentions, il n'a pas ses idées, il n'a pas ce type de projet. Je crois simplement que les Camerounais s'amusent, parce que vous le savez, parfois c'est des petits sujets qui peuvent animer sur les réseaux sociaux. Cela permet d'avoir quelques likes, quelques j'aime. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, quelques vues sur internet. Beko Abondo qui était enterré son frère aîné ce week-end. C'était du côté de Saint-Mélima et tout s'est bien passé. C'est un fidèle du président de la République. C'est un protecteur du président de la République. On vous dit merci à tous les deux, à Ramani qui est politologue, chercheur en géostratégie au cabinet Polisra, Analysis à Yaoundé. Il nous a apporté un document que nous avons lu avec beaucoup de plaisir pendant que nous préparions cette émission intitulée Le coup d'État du général Charles de Gaulle en France en 1944, du service d'armes au pouvoir politique de force. On va également remercier Sébastien Ibala, lanceur d'alerte militant des droits de l'homme, chercheur au centre linguistique d'Angers, qui était des nôtres cet après-midi dans le cadre de cette première production de votre émission. Boîte Noire, c'est la toute première sortie de cette semaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera 14h sur cette antenne. Nous continuons de vous inviter à vous abonner massivement, s'il vous plaît.
sur nos plateformes digitales pour ne rien rater de nos contenus. Je voudrais remercier Serge Guichot qui était cet après-midi à la post-production. Merci à René V. La Rumeur qui était à la mise en onde et à la réalisation de cette émission cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur votre chaîne Mo Radio et Mo Télévision. À très bientôt.